Attends, ah, voilà, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais faire un petit propos en langue des signes japonaise que nous allons traduire après, en langue des signes française et en français. Voilà, la langue des signes japonaise est très différente de la langue des signes française, et donc voici ce que cela donne en langue des signes française. Bonjour, bienvenue ici, à la Maison de la Culture du Japon. Nous sommes ravis de vous accueillir tous ici pour assister à la projection de 3 films de l'émission L'œil et la main. Merci de vous être déplacés. Alors d'abord, nous tenons à remercier la Maison de la Culture du Japon qui nous accueille ici. Un grand merci. C'est un événement exceptionnel parce que L'œil et la main, c'est une émission que nous regardons à la télévision. Et l'occasion aujourd'hui, eh bien, c'est de pouvoir discuter avec les réalisateurs. Je suis Laurent Vallot, j'ai réalisé le film sur les Deaflympics. Et voici Maude Collin. Maude, et j'ai réalisé les 2 films qui vont suivre, Écho de Tokyo. Alors, il y a dans ce public une majorité qui connaît bien l'émission L'œil et la main, mais une autre partie ne la connaît pas. L'émission L'œil et la main, on la signe comme ceci, l'œil, la main, qui passe par l'œil. Donc les signes qui sont vus par les yeux. Parce qu'on entend par les yeux, on n'est pas obligé d'entendre par les oreilles quand on est sourd. C'est une émission qui existe depuis 30 ans. Une émission de collection de films documentaires de 26 minutes. Elle est diffusée depuis longtemps et en tout, nous avons produit 900 films. Et pour cela, nous remercions Jean-Marie Cavada qui nous a permis d'entrer sur la chaîne La 5e, maintenant France 5. L'œil et la main, c'est une émission qui met en lumière le monde des sourds, qui le rend visible aux yeux de la majorité entendante qui ne connaît pas les sourds, qui ne repère pas forcément dans la rue. Et c'est une émission qui permet de diffuser cette culture, la culture des sourds et la langue des signes. C'est une émission qui s'adresse à tous les publics, sourds et entendants. Elle fait le pont entre nos 2 mondes. Et c'est pour cela que nous travaillons tous ensemble par ailleurs. Alors pourquoi le Japon ? Au mois de novembre, il y a eu un grand événement qui a lieu à Tokyo. Ça s'appelle les Deaflympics. Les Deaflympics, c'est les Jeux olympiques dédiés aux sportifs sourds, qui existent depuis plus de 100 ans. Ils ont lieu tous les 4 ans, et pour la 25e édition, elle a eu lieu à Tokyo. Donc nous avons eu envie, avec l'émission L'œil et la main, de filmer les coulisses des athlètes, des sportifs, de l'équipe de France. Nous avons donc suivi une équipe donc en sport collectif et une sportive en sport individuel. C'est le premier film que vous allez pouvoir visionner. Les 2 derniers films seront ceux de Madame Collin. Alors quand on est parti pour filmer les Deaflympics, qui est un événement qui est très particulier pour les sourds, on s'est dit on va aller au Japon. Et aller au Japon et pas plonger dans la culture du Japon qui est fascinante, intrigante. On s'est dit il va falloir qu'on continue l'aventure. Alors on a continué l'aventure, mais je vous en parlerai après. Parce qu'en premier, on va voir les Deaflympics, je vous laisse les regarder. Et après, quand le documentaire des Deaflympics sera fini, je reviendrai vous expliquer l'aventure d'Écho de Tokyo dans un 2e temps, pour plonger ensuite dans le Japon et la communauté des sourds au Japon. Voilà. Donc là, on va vous souhaiter un bon film dans le sport sourd. Voilà, un bon visionnage, plongé dans le sport des athlètes sourds. Ça va ? En japonais, on dit ça va comme ça.
Merci à vous d'être resté aussi attentifs et d'avoir visionné les 3 films d'affilée. Si vous avez des questions, que ce soit autour de la culture japonaise, sur les sourds, sur les Deaflympics, eh bien, nous pourrons vous répondre et échanger avec vous. Alors, comme d'habitude, on va demander aux personnes sourdes de venir s'exprimer pour la langue des signes ici sur scène, et pour les entendants, nous passerons un micro. Ici. Non, non, là, c'est bon. Oui. Devant la caméra. Bonjour à tous. Alors, j'ai 3 questions. Je vais vite vous les donner. Moi, c'est Ori. Voilà, je travaille à l'Académie de la langue des signes. Et donc, voilà. Première question. Je me demandais, par rapport à l'interdiction de la langue des signes, donc au Japon aussi, ça a existé. En France, donc au congrès de Milan 1880, ça a touché l'Europe. Et donc au Japon également, est-ce que c'est lié ou pas? Mais j'étais très surpris d'apprendre qu'au Japon également, il y a eu cette interdiction. Eh bien, quand on est un être humain, la norme, c'est de parler. Et la langue des signes, effectivement, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc dans les autres pays, il y a des cultures qui étaient plus ouvertes et qui ont laissé la langue des signes se développer, et certains autres n'ont pas accepté. 1880, le congrès de Milan, les professionnels des écoles se sont rassemblés pour réfléchir autour de l'enseignement en langue des signes qu'ils ne souhaitaient pas. Et donc ils ont interdit cet enseignement en langue des signes. Ils ont empêché donc l'enseignement de se propager en langue des signes, et la langue des signes du coup aussi. Mais au Japon, alors dans d'autres cultures, ça ne s'est pas fait. Mais au Japon, eh bien, effectivement, cette question-là a aussi atteint la culture japonaise. Il y a certaines écoles qui n'ont pas entendu parler du congrès de Milan et qui se sont imaginées que la norme, c'était de parler tout simplement pour pouvoir intégrer les enfants plus tard dans la société. Une société dans laquelle la langue des signes n'existe pas. Pourquoi faire la langue des signes finalement? En plus, quand on était un professionnel en face des enfants ne connaissant pas la langue des signes, c'était plus facile de passer par l'oralisation. Et puis, quand les sourds ont été au clair avec leur identité, ils ont commencé à militer au sein d'associations. C'est là que les classes bilingues sont arrivées. En France, il y en a, je dirais, une dizaine. Au Japon, il y a une seule école bilingue qui a été créée en 2009, qui a ouvert en 2009. Et dans le reste du pays, il y a 110 écoles qui prennent l'oralisme. Donc voilà, c'est quand même assez peu finalement au regard de la population sourde. Deuxième question. Peut-être que Maud souhaite compléter. Juste de se rendre compte effectivement que le congrès de Milan en fait, a eu une influence qui est bien au-delà des frontières européennes. Hein. Donc moi aussi j'ai été surprise de voir à quel point ça avait essaimé un petit peu partout. Et l'autre chose aussi, c'est, alors comme le dit Laurent, c'est la seule école bilingue, celle-ci, du Japon. Par contre, alors vraiment, ils font un travail qui est incroyable. Déjà, il y a un directeur sourd dans cette école. Il faut quand même le souligner. Ils travaillent sourd-entendant dans un rapport qui est d'un respect total, un rapport aux enfants aussi. Les enfants sont épanouis, ont des niveaux scolaires très bons. Voilà. Donc, c'est vraiment un modèle. Je trouve que c'est pour ça que ça a été aussi une mise à l'honneur, non pas d'un personnage et d'un élève dans l'école, mais de toute l'école. Déjà parce qu'au Japon, on ne met pas à l'honneur une personne, mais le collectif. C'est important, tout le temps. Ça, on parle du collectif. Donc, dans ces 2 films, il y a 3 personnages, mais un des personnages, c'est une école. Parce qu'une école, c'est un tout. C'est des élèves, des enseignants. Voilà. Donc, oui, le congrès de Milan a eu ses effets. Et la langue des signes a été reconnue, même, et pas totalement, on le dit, en 2025. Donc, encore plus tard que chez nous. Voilà. Merci. Le directeur sourd est le 5e à gérer cette école depuis 2009. Et bon, on ne peut pas dire que tout va bien, parce que les financements ne sont pas toujours pérennes, ils dépendent des années. Je crois qu'ils étaient 200 élèves à une époque, maintenant ils sont 64.
C'est vrai que dans la société, les parents préfèrent aussi mettre leurs enfants à l'école proche de chez eux, donc c'est aussi une donnée qui fait qu'il y a moins d'élèves, mais c'est la langue qui permet aux élèves, aux enfants sourds de s'épanouir, la langue des signes. Donc tous ces élèves ont assez peu d'expression du visage finalement, alors que nous, les sourds, on le sait très bien, les expressions sont très marquées quand on s'exprime en langue des signes. Je trouve que c'est assez étonnant que ce soit si limité. Normalement, les sourds ont beaucoup d'expressions sur le visage, mais attention, c'est une autre culture, et c'est traditionnel aussi. En France et en Europe, je vais dire, dans les pays méditerranéens, on est assez chaud, et c'est-à-dire une culture chaleureuse, et puis donc on vit sous cette influence. Là-bas, la culture japonaise, effectivement, il y a cette idée de hiérarchie aussi. On ne montre pas ses émotions, c'est comme ça, dans la société entendante. Donc forcément, ça influence aussi les sourds. Même si certains sourds, entre eux, peut-être, vont être un peu plus expressifs, les sourds qui sont un peu plus ouverts, qui voyagent, qui vont ailleurs, mais quand ils rentrent dans leur pays, ils reprennent cette attitude. On le voit chez le couple de personnes âgées retraitées. Ils expriment leur souffrance, la question du respect qu'ils devaient donc avoir vis-à-vis de la société. Ils n'ont pas vraiment milité. Et il faut savoir que pour faire avancer les choses, ça va très très doucement parce que c'est comme ça là-bas. Alors qu'en France, nous, on a plutôt tendance à sortir très vite dans la rue. Yasuto, lui, c'est vrai qu'il s'exprime en langue des signes. Il a passé 1 an dans une école à Toulouse, l'ETU, l'école de théâtre universel, et ce qui lui a permis de devenir comédien. Et parce qu'il ne trouve pas cette formation-là au Japon. Et c'est vrai que lui, on le voit, il a une expression très marquée du visage. Le couple de personnes âgées, effectivement, les enfants aussi ont moins d'expression. C'est comme ça, c'est culturel. Et enfin, la troisième question, par rapport à Yasuto, donc on est parti en voyage avec Salima à Paris, etc. Et je l'ai rencontré. Je lui ai demandé comment il avait fait pour acquérir toutes ces expressions, comment il avait réussi même à labialiser des mots du français en langue des signes aussi rapidement. Et donc il s'est inscrit à l'ETU. Il a rencontré Martin et il avait disparu un petit peu de mon univers. Et c'est comme ça que je le retrouve ici. Donc je me rends compte qu'il émerge au Japon et que c'est un comédien reconnu. Donc c'est très bien, bravo. Peut-être que Maud, tu peux répondre au sujet de Yasuto. Alors moi aussi, j'étais impressionnée par Yasuto, parce que non seulement il parle très bien la langue des signes française, ce qui a été aussi pour moi facile, parce que pour le reste, on en reparlera plus tard, mais la langue des signes japonaise est différente, donc on l'a un peu apprise, et puis on a eu des traducteurs aussi, bien sûr, dont un qui est dans la salle, Ellie. Et donc Yasuto, ce qui est fou, c'est qu'effectivement, non seulement il a la langue des signes française, mais en plus, il a toutes les expressions labiales du français, alors que le japonais n'a rien à voir. Après, moi, ce que j'ai observé, en tout cas, c'est que déjà, il y a une grande modestie chez les Japonais. Donc, quand j'ai rencontré Yasuto, il m'a dit « Je parle un petit peu langue des signes française ». J'ai découvert qu'il parlait très, très bien la langue des signes française. Et ils sont tout le temps comme ça. C'est-à-dire que quand... en tout cas, les sourds que j'ai rencontrés là-bas ou les gens qu'on a rencontrés là-bas, quand ils se mettent dans quelque chose, ils s'y mettent, mais à fond. Donc, voilà, Yasuto, il va bien. Il a plein de projets, tu le vois dans le film. Là, on en a montré 3, mais il en avait 5 au moment où on y allait, au moment de novembre. Il tournait dans 5 pièces. Et puis, c'est toute une troupe. Et voilà, je pense qu'il y a un éveil sourd qui se continue au Japon. Et voilà, ça pousse au niveau artistique. Il faut savoir que le festival aussi, le festival a été mis en place à l'occasion des Deaflympics. Il y a eu 2 années de réflexion, puisqu'il y a eu cet événement qui est important, les Jeux Olympiques sourds. Et que donc, à côté, il y a des choses qui ont bougé. Voilà. Après, il y a peut-être aussi quelques personnes qui connaissent très bien les sourds et le Japon ici, donc s'ils souhaitent répondre, ils auront peut-être des réponses encore plus précises, je pense. Voilà. Mais il va bien. D'accord. Merci beaucoup. Un micro peut-être pour la personne qui souhaite l'exprimer. Bonjour, je vous félicite pour ces 3 films. En France, voilà, on a beaucoup de sourds différents, de profils différents. On accueille énormément de personnes qui viennent inscrire leurs enfants à l'école ici, pour ça. Au Japon, ils sont toujours dans ce collectif.
dans l'entreprise, à l'école. Et on voit mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu entre eux aussi, qu'il y a peu d'étrangers là-bas. Est-ce que effectivement, ils accueillent les touristes, mais j'ai l'impression que peu d'étrangers s'installent là-bas. Comment ça se passe ? J'aurais du mal à répondre à ta question parce que je ne suis pas du tout une spécialiste du Japon. J'ai vraiment plongé dans ce film à travers le regard des sourds. Donc c'est une grosse question politique que tu poses. Je ne sais pas, je saurais pas quoi te dire. Te dire qu'il y a du collectif, oui, parce que ça, je l'ai vécu. Voilà. Te dire après le rapport, le Japon, c'est insulaire. Voilà, ils ont une politique qui est leur politique migratoire et autres, mais je ne pourrais pas te dire plus. Parce que vraiment, ça n'a pas été... on n'a pas plongé dans ce rapport politique. On a vraiment eu plus une dimension de qu'est-ce que nous dit du Japon la place des sourds là-bas. Mais on n'a pas du tout creusé, donc je ne serais pas à même de pouvoir te répondre. Mais voilà, peut-être s'il y a des spécialistes de la politique du Japon qui ont un avis, mais je ne me hasarderai pas à te répondre. C'est pas grave, merci quand même. Est-ce que je peux poser une deuxième question ? Alors, ce qui était intéressant aussi, c'était par rapport au sport et aux Déflympiques, les Jeux Olympiques des sourds. Voilà, l'équipe de France de foot, par exemple, va beaucoup à l'étranger, et ensuite revient en France. Et là, dans le car pour aller sur les Champs-Élysées, une fois qu'ils ont gagné, etc., ils sont allés au Palais de l'Élysée aussi. Ils ont été accueillis par le président de la République. Ils ont été félicités, mais par rapport aux sourds, les sportifs sourds, jamais, enfin, même les personnes handicapées, j'ai pas l'impression qu'ils sont félicités par le président de la République. Oui, j'ai compris. Oui. Très bien, tout va bien. Oui, effectivement, le président... alors, attention, on n'est pas handicapés, nous les sourds, c'est pas un handicap. Alors, il y a les Paralympiques, ça c'est une chose. Il y a les Jeux Olympiques des valides, on va dire. Nous, on marche très bien, mais donc les Paralympiques, c'est pour les personnes handicapées, peu importe le handicap, porteurs de handicap. Les Déflympiques, c'est réservé aux sourds. Donc, alors, concernant l'État et la reconnaissance du sport dans le code, dans la loi, donc il y a les Jeux Olympiques des valides, les Paralympiques, et les Déflympiques ne sont pas reconnus. Ça, il faut le savoir. C'est un petit peu, ça se fait entre nous, c'est un peu privé. Oui, c'est organisé par la Fédération internationale des sourds de sport. Et donc, eh bien, oui, quand les sportifs français ramènent des médailles, forcément, bon, les entendants sont accueillis, les sportifs qui ont fait le Paralympique, oui, mais pas les sourds, c'est logique. Et donc, les sportifs sourds ne reçoivent pas de primes. Ils se battent pour avoir cette reconnaissance et peut-être qu'un jour, oui, effectivement, il sera accueilli au Palais de l'Élysée. Ça, c'est en France. Après, dans le monde, certains pays, pas tous, je dirais 5 à 10 pays, après les Jeux, accueillent les sourds et sportifs sourds et leur octroient des primes plus ou moins importantes. Et donc, nous, on doit continuer à se battre pour faire reconnaître le sport sourd en France. Je voudrais savoir s'il y a eu un essai de faire une langue universelle des signes. Est-ce que ça a été essayé? Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce que voilà. Même si c'est vrai qu'ici, les sourds, moi je vois qu'ils s'expriment beaucoup avec leur visage, avec les gestes, alors qu'au Japon, c'est pas du tout la même culture. Alors, alors voilà. Si vous pouviez m'éclairer, merci. Oui, ça c'est une question qu'on nous pose partout. Et moi je vous retourne la question, mais pourquoi les entendants parlent autant de langues différentes? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas tous la même langue partout dans le monde? Voilà, c'est une question de culture en fait. Donc chaque pays, chaque culture crée sa propre langue, et pour la langue des signes, ça procède de la même façon. Après, pour ce qui est de la base, la grammaire, entre guillemets, de la langue des signes, elle est assez universelle, on va dire, c'est-à-dire que cette grammaire-là, elle est unique, parce que c'est la perception du monde, c'est la façon de l'appréhender, c'est l'iconicité. Ça, elle se retrouve dans toutes les langues des signes. Mais ensuite, chaque langue des signes est influencée par la culture du pays dans lequel elle évolue. Le bonjour, par exemple, au Japon, on fait les 2 index qui se baissent,
qui donc simule la tête comme ça, qui se baisse également en signe de respect. Et donc ce signe a été créé, voilà, qui correspond à la culture. Ils ne donnent pas de poignée de main, ils ne se font pas la bise, ça non. En France, on dit bonjour comme ça, tout simplement, ce signe qui part de la bouche. Après, concernant la langue des signes internationale, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est-à-dire quand il y a des événements où différents pays se rencontrent, on essaie de se débrouiller, on essaie de trouver une base plus iconique, plus visuelle. Par exemple, arbre, le signe de arbre, qu'on fait comme ça. Bon, l'arbre, c'est quand même assez significatif, c'est signifiant, c'est iconique. Maison. Maison, pareil, le toit, les murs. Bon, ça, partout dans le monde, si on le fait, les sourds le comprennent, y compris vous, les entendants. Et donc, on a essayé de créer. Donc, par exemple, aux États-Unis, on dit home, comme ça, home. Voilà, ce signe qui part de la bouche et qui va sur la joue. Pourquoi home et pas maison? Bon, voilà. On a donc entre sourds créé une langue qui nous permet d'échanger dans des conventions internationales. Mais après, chaque pays a sa propre langue. Après, la langue des signes n'est pas universelle, c'est sûr. Qu'est-ce qui pourrait être universel, par exemple, d'équivalent chez les entendants? On a ce signe-là pour dire bonjour, et oh coucou, ou j'ai froid, ou voilà, quelque chose. Ou ça suffit, tu te moques de moi. Voilà, ça c'est plutôt universel, et c'est pour les entendants. On ne retrouvera pas ces signes-là dans la langue des signes internationale. J'espère que je vais bien résumer la question pour vous. D'autres questions? Alors, concernant les interprètes en langue des signes japonaise, l'accessibilité, l'accessibilité à l'administration, comment ça se passe là-bas? En tout cas, alors j'ai plus rencontré de sourds japonais que d'interprètes là-bas. Voilà. Nous, comment on a fait? Je peux vous répondre, nous, comment on a fait? Moi, je suis passée par des interprètes sourds. Voilà. Donc, Yumiko, je ne sais pas s'il y en a pas mal qui la connaissent ici. Voilà. Ellie, qui est présent aussi, je la remercie d'être là. Et puis, Ruby aussi. Donc, nous, on est passé, en tout cas, on nous a donné un petit peu, Yumiko nous a donné des cours de langue des signes japonaise, qui a été extrêmement utile. Et puis, on est passé par les interprètes sourds. Après, pour vous répondre sur la situation des interprètes au Japon, je ne sais pas non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une étude de, par exemple... Enfin, voilà. Après, Ellie, je ne sais pas si tu es là, si tu as une réponse, parce que tu as passé 6 mois là-bas et tu connais peut-être la situation des interprètes avec l'accessibilité au Japon. Je ne sais pas si tu es encore là, dans la salle. Est-ce que tu souhaites nous rejoindre peut-être? Est-ce que tu peux rapidement venir nous donner ton point de vue? Non. Voilà. Il a passé 6 mois passés. Moi, en un mois, je ne peux pas vous répondre. Je suis désolée. Peut-être pour faire le lien avec ça. Alors, c'est vrai que nous, à l'œil et la main, on fait des films de 26 minutes. Donc, bien sûr, on ne peut pas, sur ce temps-là, réussir à filmer toutes les situations qui existent. Et puis, comme disait Maud, c'est des portraits qui sont croisés. Donc, sur la situation des hôpitaux, effectivement, on n'a pas pu savoir ce qui se passe au Japon. Après, ce qui est intéressant en France, c'est que c'est assez récent aussi de savoir que nous avons les pôles et les unités d'accueil. C'est les combats de personnes sourdes durant des années, par exemple, qui a commencé à la Pitié-Salpêtrière, et puis ensuite, ça a essaimé un petit peu. Je ne crois pas qu'au Japon, il y ait ce type de structure. Je sais qu'ils font appel à des interprètes, je dirais à titre privé plus. C'est quand on a un rendez-vous, selon le planning, on fait appel à un interprète. Je pense que ça fonctionne comme ça pour le service public, j'imagine. Je crois qu'il doit y avoir des systèmes un peu de centres relais, de choses comme ça. Mais finalement, c'est assez proche de ce qui peut se faire en France. Peut-être... Ah, monsieur, vous avez vécu, vous voulez venir? Allez-y, rejoignez-nous sur scène. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi j'ai vécu au Japon, alors pas pendant extrêmement longtemps, mais je faisais beaucoup d'allers-retours en fait pendant plusieurs mois à chaque fois, puisque j'avais une relation là-bas. Et donc c'est vrai qu'au niveau des hôpitaux, il y a des interprètes, mais après sur Tokyo, c'est beaucoup des hôpitaux privés, pas nécessairement des hôpitaux de l'État, donc c'est un peu différent.
Du côté de Yokohama, il y a également un équivalent en fait de pôle sourd, comme un petit peu à la Salpêtrière. Oui, avec des professionnels, effectivement. Du côté de Nara, du côté de Kyoto, Osaka, il y a aussi également. Donc il y a des centres comme ça, hospitaliers, où il peut y avoir des choses qui sont mises en place. Après, c'est à Kyoto aussi. On a un peu une sorte d'académie aussi en fait de la langue des signes qui a été créée depuis très longtemps de mémoire. Alors je ne saurais pas vous dire l'année précise, 85, 90 peut-être. Mais donc il y a eu quand même beaucoup de combats de la communauté sourde aussi à cet endroit-là. Pas forcément toujours non plus pour la langue des signes, mais pour des formes de communication un peu plus codifiées. Et puis il y a une grosse emprise de l'ASL aussi, il faut le savoir. Mais pour ce qui est de l'accessibilité et des interprètes, je pense qu'au Japon, c'est un peu plus développé quand même. Il y a de très nombreuses sociétés d'interprétation. Je pense peut-être une vingtaine de services. Pardon, vous parlez des centres relais, c'est ça? Oui, voilà, pardon, des centres relais. Il y a Voice Plus, ce qui est le plus célèbre. Mais enfin voilà, il y en a vraiment une vingtaine, je pense. Et puis 24-24 au Japon. Donc ce qui est quand même assez important par rapport à ce qui peut se faire ici. Et 7 sur 7 alors. Oui. Oui, c'est ça. Non, il y a quelques créneaux où en fait c'est plutôt des créneaux d'urgence, un peu style 114. Et puis après, pour ce qui va être acheter des choses, des vêtements, le service après-vente en quelque sorte, il y a du 24-24 aussi. Ah mais super. Donc ça, pour ce qui est des écoles, moi je découvre qu'il y a une seule école bilingue parce qu'à Kyoto, il y a aussi des personnes sourdes. Donc ça, c'est le signe de cette école. Est-ce que vous pourriez nous l'épeler? À Kawasaki, pardon. Il y a également, c'est pas très loin de Tokyo aussi, il y a aussi, avec Yumiko peut-être donc, que vous connaissez, comme elle a grandi en tant que personne sourde, je crois qu'elle a fait des choses aussi de ce côté-là. Voilà, enfin, c'est un peu une question là aussi que je vous pose. Merci beaucoup pour votre partage. Alors pour répondre à Jimmy sur l'école, c'est eux qui la définissent comme, c'est-à-dire Yumiko elle-même, puisqu'elle est enseignante dans l'école de Meisei Gakuan, et le directeur Ono aussi, qui la définissent comme la véritable école bilingue. Il y a des écoles où il y a un peu de langue des signes. Elle a grandi dans ce type d'école. Yasuto, il a été dans une école où il y avait un peu de langue des signes et d'oral. Mais dans un système totalement bilingue, comme le présente Meisei Gakuan, c'est la seule. C'est-à-dire que dans cette école, tout est, aucun professionnel ne signe pas. Tous les profs signent parfaitement. La bibliothécaire aussi, tout est construit par rapport à cette langue première, langue naturelle des sourds. C'est pour ça qu'ils disent seule école véritablement bilingue. Mais on peut rentrer dans le débat après du bilinguisme, mais eux la définissent comme ça eux-mêmes. Peut-être, si vous pouvez venir vous mettre sous la lumière, merci. Peut-être qu'au niveau du bilingue, il peut y avoir des formes peut-être un peu plus officielles et d'autres écoles qui accueillent des sourds, mais peut-être pas du bilinguisme. C'est vrai que moi, je n'ai pas connu le détail forcément, un peu comme en France, précise Laurent Vallot. Oui, c'est vrai que quand au niveau des programmes, moi je sais qu'il disait que donc effectivement c'est bilingue, mais équivalent en fait à ce qui se fait à l'éducation nationale. C'est vrai que je ne sais pas sur les autres écoles japonaises ce qu'il en est vraiment. Voilà. Oui, seulement pour revenir sur le bilinguisme là. Qu'est-ce que je fais? Je pose ma question? Ok. C'est bon? Oh. Sur le bilinguisme, j'ai un enfant qui parle plusieurs langues, donc entendant, et s'il devrait parler une première langue des signes, est-ce que ça serait plutôt la langue internationale ou l'anglais en langue des signes? Quelle serait la langue conseillée pour une première approche à la langue des signes pour quelqu'un d'un profil international? Vous avez un enfant entendant, c'est ça, hein. En fait, quel est votre objectif d'avoir ce profil international? Quel serait l'objectif d'apprendre cette langue en plus? Je dirais que ça dépend un peu de ça aussi, la réponse.
On peut, comme on fait, parler anglais aux enfants. Dans quelle langue des signes, ça serait l'idéal pour toucher les plus de personnes malentendantes? Comment on fait apprendre l'anglais pour voyager et pour, voilà, plein de choses. Question très originale, puisque bon, nous sommes en France, donc c'est vrai qu'on va naturellement vous dire d'apprendre la langue des signes française, plutôt, la langue du territoire, quoi, finalement, du pays, qui peut s'apprendre, alors par exemple à l'école et avoir après des options au bac. On peut avoir des parents qui l'apprennent dans des centres de formation. Il peut aussi y avoir, pour les plus jeunes, des fois dans des associations dans votre région, pas très loin de chez vous, qui donnent des formations après à tout niveau de langue des signes, sur la langue des signes française. Et pour l'aspect un peu plus international, c'est vrai que si vous avez un enfant qui souhaite à l'avenir voyager énormément, on est plutôt sur des langues des signes internationales qui sont un peu plus partagées, mais la base, en fait, c'est quand même de maîtriser la langue des signes française, la langue du territoire, d'avoir bien acquis cette langue-là. Et puis après, ça se fait de manière assez automatique et assez simple, finalement, d'apprendre la langue des signes internationale. Après, attention, il faut quand même se méfier. C'est une langue qui, comme d'autres langues, si elle ne se pratique pas, elle s'oublie. On ne peut pas imaginer avoir appris la langue des signes, ne plus l'utiliser pendant des mois et pouvoir s'exprimer à nouveau de manière tout à fait naturelle. Pour maîtriser une langue, il faut quand même avoir une pratique quasi quotidienne. Après, ce qui peut être intéressant, ça va être l'aspect visuel qui est appris en même temps qu'on apprend cette langue, donc de développer des capacités en mime, en fait, qui vont permettre d'être utiles tout autour du monde. Après, ça dépend quel niveau de maîtrise de la langue on veut, mais ça, c'est autre chose. Après, sur YouTube ou sur Internet, de manière générale, vous pouvez regarder aussi des petites vidéos, des petites choses comme ça, déjà pour faire une petite immersion, un petit bain linguistique. Je crois que nous avons une question. Du côté de l'interprète, la traduction était finie, donc on peut accueillir sur scène notre prochaine question. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En 2006, je me suis rendue à Tokyo. J'y suis restée 1 mois. Et puis, j'ai vu des spectacles, effectivement, et une école avec des enfants sourds. J'y avais été accompagnée. Et pour moi, ça avait été énormément d'émotions, vraiment. Dans cette école, je sais qu'il y a d'autres écoles à travers le Japon, et je sais qu'il peut y avoir des professeurs entendants, des professeurs sourds, avec des profils, un peu comme partout dans le monde. Mais il y avait une particularité dans cette école que j'avais vue, puisqu'il y avait une classe, une section, uniquement d'enfants sourds. Tous ces enfants étaient là et ils utilisaient la langue des signes. C'était la priorité. C'était ça. La priorité, c'était cette langue qu'ils partageaient. Et je m'étais retrouvée dans une situation tellement incroyable d'être face à tous ces enfants sourds. Ils avaient une relation incroyable, ils pouvaient s'exprimer, parler de tout. Et moi, je me suis demandé si jamais un enfant avait un souci. C'est la question que je leur avais posée d'ailleurs. Si un enfant avait un souci, que ça ne se passait pas bien, comment les choses étaient faites? Et bien en fait, on l'interpellait et on lui demandait mais comment s'est passée ta semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait une grande écoute comme ça. Je sais qu'il y avait une personne aussi psychologue, sourde, et donc il y avait des échanges qui étaient faits, vraiment une forme de thérapie comme ça, en fait, qui permettait de passer à autre chose et de faire en sorte que la semaine se continue. J'avais trouvé ça vraiment incroyable, parce que c'est extrêmement rare en plus. En France, dans les écoles pour sourds, on n'a pas ça. Dans les écoles pour les enfants sourds, en France, c'est de la frustration, c'est des choses comme ça. On n'essaye pas de recueillir la parole de l'enfant, de savoir comment ça se passe, ce qui va bien ou ce qui ne va pas pour lui. Et ça, c'est dingue aussi, je trouve, au Japon. C'est vraiment incroyable d'avoir cette façon-là de faire. Je sais qu'il y avait eu un jour aussi où les enfants apprenaient à faire du jardinage. C'était assez incroyable de les voir découvrir toutes les plantes. Ils découvraient vraiment tout en détail
quand il faisait ce cours de jardinage. Et moi, je me disais, mais comment ça se fait? Et on me disait, en fait, il y a cette école pour sourds avec tout ce qui est fait, mais tout est préparé, en fait. Bon, ça commence à dater un petit peu, mais il me disait qu'à l'époque, il y avait 3 dans le monde 3 écoles qui fonctionnaient comme ça. Donc une au Japon, une à Toulouse et une autre école. Et donc ils avaient fait une espèce d'échange aussi. Et j'avais trouvé ça vraiment incroyable. Et quand je demandais aux enfants, mais comment tu t'appelles? On m'avait répondu ce signe-là. Oh, pourquoi donc? Est-ce que c'est ton signe? Eh bien parce qu'en fait, au niveau de son prénom, c'était cette forme un peu d'arbre, et son nom, c'était le 2e signe qui vient au sol à côté. Et j'avais trouvé ça très intéressant et très très beau, très poétique finalement, de voir comment on avait appelé cet enfant. Je demandais comment étaient appelés les parents, mais je disais, mais en fait c'est pareil, c'est le nom et le prénom finalement qui sont donnés en langue des signes. Et j'avais trouvé ça dingue, je m'étais présentée, j'avais dit, moi c'est les veines. Et c'est un seul signe finalement, ça n'en est pas 2 qui se suivent. Ça avait été assez intéressant cet échange-là, et je sais que, alors pour les entendants, souvent on peut entendre le nom et le prénom quand on se présente, là où nous, en langue des signes, finalement on donne notre prénom simplement. Et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant d'avoir cet échange-là avec les enfants, et je voulais partager ça avec vous. Merci. Pour rebondir sur ce que disait Levent, c'est vrai que alors dans un des 2 épisodes sur Echo de Tokyo, j'ai mis un haïku parce qu'en fait, au Japon, j'ai été touchée aussi par ce rapport à la poésie. Et dans les échanges que j'avais avec les sourds écrits aussi, ils ont toujours des petites introductions où ils prennent le temps des choses par rapport à ça. Donc ça va être bonjour, et ils vont me dire là, l'hiver arrive. J'ai un peu froid, mais la neige est merveilleuse. Et après, ils vont me dire, ça va pour le rendez-vous de 15h? C'est-à-dire que systématiquement, ils ont une petite mise en contact qui est toujours un petit peu poétique ou qui fait 2-3 lignes. Et au début, j'étais un peu surprise. Et puis, en fait, je m'y suis mise. Et comme on a échangé quand même avant le film pendant au moins 6 mois, donc on échangeait en visio, en langue des signes, mais on échangeait aussi à l'écrit. Et ben après, ça m'a manqué quand je suis rentrée, en fait. Parce que c'est un petit temps suspendu où on donne une info à l'autre de comment on se sent, de comment se passe le temps, de ce qu'on a vu dehors par la fenêtre. Et c'est joli. Et je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que tu disais, Leven, sur les noms poétiques, les doubles noms. C'est une culture assez surprenante à ce niveau-là. Enfin, moi, en tout cas, qui m'a vraiment séduite dans ce côté poétique. Et pour les enfants, alors moi, ça a été une claque quand même, c'est l'écoute qu'ils avaient. Ils sont hyper intéressés dans cette école. Alors, j'y ai passé un petit temps, et ils sont hyper curieux des cours, ils sont hyper calmes, ils s'entraident les uns et les autres parce que ça joue beaucoup. Donc voilà, alors c'est pas dans toutes les écoles comme ça, là il y a peu d'effectifs, il y a beaucoup de professionnels par rapport à peu d'élèves, il y a une philosophie du rapport à l'enfant où ils se mettent à hauteur. Je sais pas si vous avez vu dans le film, quand ils leur parlent, ils se baissent. Il ne leur parle jamais comme ça, il se met comme ça pour le répondre aux élèves. Ils prennent le temps, ils les laissent interagir. C'est eux qui choisissent des fois les projets qu'ils veulent faire. Enfin voilà, c'est eux qui ont choisi les spectacles qu'ils voulaient présenter en fin d'année. On n'a pas le temps de mettre tout dans le film. Donc voilà, et c'était beau de voir que les enfants sourds soient aussi épanouis et réussissent aussi bien scolairement, parce que c'est donc quasiment... c'est 53% de ces élèves-là qui font des études supérieures. Au Japon, c'est 58% dans les écoles entendantes. Donc en fait, cette école bilingue, non seulement ils s'épanouissent, mais en plus, ils s'instruisent beaucoup. Voilà. Donc je trouve que c'est une belle inspiration. Salut, Maud et Valo. Bravo pour ces films. Je pense que tout le monde a eu l'impression de partir au Japon. C'était super, un très très grand plaisir d'avoir vu ces films. Alors bon, c'est vrai que moi je connais un peu plus le monde du sport avec Valo, j'ai découvert des choses, mais avec les films de Maud, j'ai vraiment découvert aussi l'éducation des enfants, comment ça se passe, quels sont aussi... Je me suis sentie presque invitée dans les maisons, finalement, de ces personnages, de savoir comment ça se passe et de découvrir aussi, réalisatrice, Maud, de voir
Comment est-ce que les choses se sont mises en place dans ton esprit à ton retour en France? Comment tu t'es sentie? J'aimerais bien savoir aussi sur ces films, quelles ont été tes émotions, tes sensations. Alors ça a été... je vais attendre qu'il voit. Donc ça a été... alors déjà, rentrer dans les maisons, non. Au Japon, alors ici, je pense que les gens peuvent répondre... on rentre pas chez les uns, chez les autres comme ça. Même les gens qui se connaissent, on mange beaucoup à l'extérieur. Mais même, ça se fait très rarement de manger les uns chez les autres déjà. On a parlé du fait de filmer un petit peu chez eux et ils m'ont dit oui par politesse parce qu'ils ne voulaient pas me dire non. Mais ça ne s'est jamais fait et je n'ai pas voulu insister parce que je sentais que ça ne correspondait pas du tout à la culture japonaise. Donc je ne voulais pas arriver en disant moi je veux montrer ce qui se passe chez vous. Non, ils m'ont montré qui ils étaient à l'extérieur. Ils se sont beaucoup livrés quand même parce que... ils disent quand même des choses d'eux, ils parlent un peu de leur colère. Il faut savoir qu'il le dit, Yasuto, on ne se met pas en colère. Kez aussi dit on réprime la colère. Donc il a déjà fallu... Moi je me demandais toujours si j'allais trop loin ou si je pouvais encore y aller. Parce que comme ils sont... Vous le disiez, même en langue des signes, il y a ce côté un petit peu, on ne voit pas ce qui se passe sur le visage. Alors moi, je ne suis pas habituée parce que je vis pas mal dans le monde des sourds. Donc je vois vraiment... Donc eux, ça reste assez impassible. Et on se dit, mince, là, c'est l'heure de trop, c'est la journée de trop, voilà. Alors après, ce que j'en ai ramené, c'est plein de choses. Il y a eu du temps pour être en connexion avec eux, parce qu'ils n'ouvrent pas la porte facilement. Mais la porte, elle ne va pas se refermer, et je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont se passer, parce que je pense que tout voyage, toi, Wallace, tu connais bien tout ça, puisque... La Nouvelle-Calédonie, c'est ton pays et tu as bien voyagé dans le monde entier. Enfin, en tout cas, tu as bien voyagé pour arriver jusqu'ici et tu fais tes allers-retours. Tout voyage laisse une trace. Celui-là, il en laisse vraiment une forte aussi. Et ce qui est magique dans nos métiers, on va le dire quand même, c'est que quand on part faire du tourisme, c'est déjà génial. Mais quand on part avec un projet... Et que donc, avant de partir, on rencontre les gens, on monte un projet avec eux. Parce qu'en fait, on monte un projet avec eux. Les personnages, c'est eux qui font vivre les films. Donc, c'est eux qui t'apportent la matière. Et ben, tu crées une relation particulière. Et eux, ils t'emmènent vivre une aventure que tu vivras jamais de la même manière. Et que je ne revivrai pas 2 fois non plus, d'ailleurs, au Japon. Mais que tu ne vis pas de la même manière si ce n'est pas à travers le fait de créer un film ensemble. Et en plus, la chance de rentrer par le regard des sourds. Parce que, et ça vous le savez tous, il y a quand même un rapport des sourds du monde entier. Et quand on va là-bas, je suis entendante, ça fait un petit bout de temps que je suis dans le monde des sourds, ça fait une 30aine d'années, et le fait d'être dans la langue des signes, il y a une porte ouverte. Et en plus, je pense que ça m'a beaucoup aidé à rentrer en tout cas en contact avec le Japon. Le fait d'être langue des signes. Voilà, je ne sais pas si je réponds, c'est déjà pas mal long. Le reste, on continuera. Bravo! Waouh! Quel beau film! Pardon, je me présente peut-être, Simon Attia. J'ai pu voir tous ces films et je trouve ça magnifique. C'est super. Et quand même une petite chose un peu difficile peut-être à dire, mais c'est pas grave, je me lance, je vous le dis. Les Deaflympiques, alors moi j'avais déjà été un peu en contact parce que je voulais, si vous voulez, à cette période-là, pouvoir avec une pièce faire partie de ce fameux festival, etc. etc. Bon, ça n'a pas pu se faire, je ne sais pas pourquoi, mais peu importe. Et là je vois qu'il est question de Rubin Salkei, qui est donc dans les créateurs des Deaflympiques, qui ont aussi été créés pour soutenir la langue des signes, le sport sourd, etc. Et en fait, moi, de ce que je vois, c'est que finalement, on a une moitié de gens aux Deaflympiques qui sont signants et une moitié qui ne signent pas. Et je me demande si, à ce moment-là, les Deaflympiques, ça respecte toujours la philosophie de départ, en fait, qui était quand même aussi la sauvegarde de la langue des signes. Donc, ça me questionne pas mal. Je me demande aussi, j'aimerais bien savoir, puisque je vous disais, moi j'avais une pièce qui aurait dû peut-être pouvoir se faire aussi.
Et je me demande comment ça se passe dans ce monde du spectacle aussi, si les metteurs en scène sont entendants, sourds, comment est le rapport finalement aussi en tant que comédien sourd. Alors je ne sais pas comment les choses se passent. Est-ce que vous auriez des détails aussi sur comment des pièces peuvent être choisies, d'être montrées ou non à l'occasion des Deaflympics, pour les cérémonies, etc. etc. Oui. Alors sur la question des projets qui effectivement ne sont pas retenus ou de choses comme ça, moi je ne saurais pas forcément répondre puisque ça dépend aussi des sélections, des critères, etc. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur la cérémonie, en fait, tous les spectacles étaient faits et créés par des Japonais. Après, sur le slam avec Yasuto, il y a des artistes un peu plus internationaux, etc., puisque c'est un peu des challenges, quoi. Après, pour le reste du festival, je ne suis pas sûre qu'ils sélectionnaient des artistes ou des troupes internationales. Alors après, je ne sais pas, hein, il faudrait que vous voyiez directement avec l'organisation. Est-ce que c'est vraiment des festivals internationaux ou un festival national? Il y a toute la question des frais aussi, bien sûr, quand on invite des artistes étrangers. Si je fais la comparaison un peu avec le festival Clin d'œil, ça fait 22 ans maintenant que ça existe à Reims, ici en France. Je pense que les sélections des spectacles qui sont retenus se font aussi en fonction des goûts de la société du moment, des prix, de tout un tas de choses, des frais, etc. Ça, c'était pour répondre un peu à votre première question. Et sur la question des Deaflympics, de se rendre compte que peut-être que la philosophie a changé depuis Rubens Salcé et 1924. C'est vrai que au départ, il ne faut pas oublier que l'idée, c'était d'avoir un groupe avec ce noyau sourd, cette langue des signes qui était partagée, hein, si on remonte à la Genèse. Et là, vous constatez qu'il y a des langues différentes, etc. Mais finalement, on est sur une époque différente. Est-ce qu'on a la même philosophie? Alors moi, en tant que personne, oui, sans doute. Il faudrait que la langue des signes soit pour tout le monde, comme l'était à l'époque la volonté de Rubens Salcé. Mais il y a une réalité de aussi comment est-ce que les choses se font dans la vraie vie. Est-ce qu'on donne la langue des signes assez tôt ou est-ce qu'on la donne assez tard? Et on peut avoir des jeunes qui n'ont pas eu accès à la langue des signes au départ. Et puis c'est dans le monde du sport, en fin de compte, qu'ils accèdent à cette langue-là. Et c'est par le biais notamment d'événements comme les Deaflympics que la langue s'inscrit et peut pleinement prendre son essor. Est-ce que les choses se dégradent? Je ne sais pas, parce que c'est aussi des moments où on est dans une communauté signante, avec ce noyau sourd, cette façon d'être, de se retrouver ensemble. La question se pose aussi peut-être de l'identité aussi, ça dépend de ce que les gens veulent faire. Après tout, si les gens sont là, c'est qu'il y a quand même une importance de maintenir cette langue, d'exister en tant que personne sourde, mais avec des profils peut-être un peu variés. Et c'est vrai que c'est compliqué, je comprends à voir, peut-être on peut se dire que c'est un peu triste de se dire que tout le monde n'est pas en langue des signes, mais ça se fait comme ça. Après, sur les Deaflympics, il faut quand même savoir qu'il y a des audiogrammes qui sont demandés pour pouvoir intégrer les équipes à une perte de 55 dB. Donc on est quand même sur des personnes malentendantes à un certain niveau, hein, tout de même. Donc c'est vrai que peut-être que les choses ont peut-être changé aussi, puisqu'il y a quelques années, peut-être qu'on se disait, bon, c'est des personnes sourdes qui ont un niveau pas mal en sport, qui vont être sélectionnées. Maintenant, on est sur des athlètes qui ont des vraies performances sportives et qui, en termes de communication, se débrouillent finalement. Les gens se débrouillent, arrivent à faire ensemble, comme ça, de cette façon-là. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on sait qu'on a aussi des personnes sourdes qui, des fois, ont dû être avec des équipes d'entendants et, faute de communication, ont dû abandonner. Si on prend Pamela, par exemple, que vous avez vu dans le film, elle adore le sport, elle a toujours aimé ça, mais elle sait qu'avec les entendants, ça a pu être un peu compliqué pour ses compétitions. Malgré tout, elle a avancé, elle a évolué, elle a un niveau incroyable, accompagné aussi de beaucoup d'efforts, de ses proches, etc. Et donc elle a gravi comme ça les échelons, elle a un niveau assez fou. Je sais que moi personnellement, ça fait 5 fois à peu près que je me rends au Deaflympics. Il y a beaucoup d'assauts qui bougent, on le sait. Et quand on se retrouve dans ce monde comme ça, avec 3000 athlètes internationaux, les spectateurs, je crois qu'il y avait à peu près 15 000 personnes, avec ces mélanges de langues, ces identités aussi. On voit aussi des évolutions, alors tant dans la pratique de la langue que dans la pratique du sport.
On peut se poser des questions aussi sur le niveau des sportifs qui sont de plus en plus dans des équipes d'entendants aussi quand ils ne sont pas en sélection. On peut se poser des questions, c'est vrai. Finalement, d'être dans des clubs avec des entendants et de devoir se débrouiller de cette façon-là, parfois, ça permet d'augmenter son niveau. Il y en a qui peuvent réussir à intégrer à terme les jeux entendants. C'est ce qui est dit de Pamera, hein, à cause d'une blessure, elle n'a pas pu participer à Paris 2024. Mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup de paramètres qui sont à prendre en considération, tout en conservant effectivement la philosophie d'être ensemble. Oui, alors j'entends. C'est vrai que c'est beaucoup de choses. Après, moi, ce que je voulais dire plutôt, alors c'est pas que ce soit mauvais, que ce soit bien, c'est... Moi, je m'interroge plutôt sur l'aspect de la langue des signes aussi. Comment est-ce qu'elle se développe? Alors, il y a des évolutions dans la langue, hein, ça c'est normal. Mais je me pose la question sur l'avenir. Comment les choses vont se mettre en place? Comment les choses vont se matérialiser? Avant, il y avait quand même beaucoup, donc ces personnes sourdes, on était ensemble en langue des signes. Donc je suis un peu inquiet de voir que là, finalement, on n'a plus forcément une majorité de gens qui sont en langue des signes. Et alors sur la question de la pièce que j'avais proposée, moi j'ai des personnes sourdes hein, qui ont pu me solliciter. Alors après, je sais qu'il y avait la préparation de la cérémonie et choses comme ça. Il m'avait dit ah oui, quand même, c'est les 100 ans, il faut faire un hommage tout de même à ces Jeux qui viennent de France au départ. Et puis finalement, non. Donc c'est un peu dommage parce que c'était le centenaire en plus des Deaflympiques avec un fondateur français. C'est quand même incroyable. Et donc c'est dommage, ça aurait pu marquer le coup. Mais voilà, c'est ça aussi qui m'interroge. Après, c'est vrai que souvent, comme on dit, ça vient d'en haut. Par rapport à la cérémonie d'ouverture des Deaflympiques, effectivement, il y avait une diversité de spectacles, ça durait 2-3 heures, et donc il aurait souhaité que sa pièce qui rendait hommage à Rubens Salquet, puisse intégrer la cérémonie. Alors je comprends que c'est les intendants qui décident des programmes. Après les spectacles, il y avait quelques comédiens sourds, mais dans les spectacles, c'était des entendants. Il n'y a pas eu en fait de spectacle qui venait de l'étranger. C'est eux qui ont décidé comme ça au niveau du bureau, de l'organisation. Après l'exposition Rubens Salquet, qui a donc rappelé l'histoire des Deaflympiques, a été faite pour rendre hommage à Rubens Salquet. Et finalement, il y avait assez peu de part historique de toute cette histoire des Deaflympiques. C'est leur organisation. Moi, je n'ai aucun rôle, aucune partie là-dedans. J'ai fait un film documentaire, c'est neutre. J'ai filmé la réalité de ce qui se passait et des Jeux. Et voilà le résultat d'ailleurs. Alors concernant l'avenir, effectivement, oui, on est tous inquiets dans la communauté de voir cette évolution. Il faudrait que les sourds bougent pour conserver la langue des signes, mais si on lâche, il y a de gros risques. Donc il faut qu'on continue à bouger, à avoir des actions. Et l'œil et la main, c'est un petit peu le phare aussi dans les médias de la communauté. Elle permet de rendre notre culture visible, elle permet aux sourds de se raccrocher à un modèle, de retrouver ce noyau-là, de s'inspirer aussi. C'est vrai que dans la société au quotidien, on ne le voit pas. On voit très très peu de films aussi à la télévision, mais de films qui parlent de la réalité de notre vie, de notre expérience, ça, il y en a très très peu, Et puis ce qu'on aborde aussi dans l'émission, c'est des sujets très variés, très divers, qui amènent à beaucoup de réflexions. Si tout le monde lâche, oui, j'ai envie de dire que la langue des signes, elle pourra s'évanouir et que les sourds ne sauront plus vers qui se tourner, ne sauront plus qui seront en termes identitaires. Donc on est une minorité et les minorités restent fragiles. Alors que la langue des signes est belle, et que les entendants, elle peut être utile aux entendants aussi. C'est un beau mot de la fin, peut-être. Non, je sais pas. Que la langue des signes est belle et qu'elle est fragile. S'il n'y a plus de questions, c'est bon? Ah, une dernière question, pardon. Bonjour à tous les deux. Ma question est plutôt culturelle. Est-ce qu'il existe des émissions type L'œil à la main ou comment il s'instruit pour savoir qu'il existe des événements en langue des signes japonaise? C'est-à-dire, vous vous demandez comment on se renseigne pour savoir ce qui se passe dans le monde des sourds?
C'est Pour ça, inspirer nos émissions, c'est ça? Au Japon Oui, ou ailleurs. Voilà. Eh ben, alors déjà, l'œil et la main, c'est toute une équipe. D'ailleurs, je vais en profiter pour remercier l'équipe qui est là, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Donc, je remercie l'équipe, puisque des films, ça se fait à plusieurs. Donc, je remercie toute l'équipe. Voilà, de la rédaction, de la production. Il y a aussi Jean-Yves Ritchie qui est présent, qui a fait les images des 3 films. Donc, je tenais aussi à le remercier, parce que les images sont vraiment très belles. Donc, merci Jean-Yves. Voilà, et il y a Élie qui est dans la salle, qui a été aussi de bons conseils et qui m'a permis aussi de rentrer en communication avec plein de sourds. Donc ça, c'était, je fais une petite parenthèse, je la fais maintenant, et encore merci à la Maison du Japon pour l'accueil. Voilà, et à nos 2 interprètes qui n'ont pas fini de traduire, mais merci déjà. L'œil et la main, c'est toute une équipe. Donc déjà c'est une émission, c'est l'émission des sourds, et c'est toute une équipe. Dans cette équipe, il y a aussi rédaction avec Laurent qui est producteur de l'émission, il y a Hélène, enfin voilà. Donc, et c'est aussi des réalisateurs sourds. Il y a Wallace qui était là tout à l'heure, qui a posé une question. Donc je dirais que l'histoire, le monde des sourds, ce qui s'y passe, on se doit d'être au fait tout le temps. Donc c'est beaucoup d'interactions avec tous ces gens-là. Voilà, Marie aussi, qui est notre collaboratrice artistique. Enfin voilà. Donc on est à l'affût. Le Yama est fait par le monde des sourds aussi. Donc du coup, forcément, un tel a allé visiter, on en entend parler, et ensuite tel réalisateur sourd a vu autre chose. Des fois, il y a aussi des gens des commentaires, des demandes qu'on a sur Facebook. On a des propositions de sujets, des gens qui nous envoient ce qu'ils sont en train de faire. Alors bon, des fois, les gens nous envoient sur des événements. On couvre pas forcément un événement, puisque un documentaire, c'est une histoire. C'est voilà. Mais je sais pas. Voilà, c'est ça. Tu as quelque chose à rajouter, peut-être, Laurent? Oui, et puis il faut ajouter que moi-même, je suis là pour traduire. Donc moi, je suis sourd. Je suis né sourd. Je connais, c'est mon noyau, c'est mon identité. Je connais le monde des sourds. Je connais comment ça fonctionne. Voilà, je sais que les actions, les mouvements qui ont eu lieu, je connais les écoles, les associations, les événements, j'ai tout un réseau en fait, et donc c'est un petit peu automatique pour moi de me tourner vers ça dès qu'il y a un événement, un festival qui est créé, et bon, évidemment je m'y intéresse. Maintenant on a la facilité des réseaux sociaux et c'est très facile aussi de communiquer, les informations passent très très vite, et nous on accueille aussi bien les sourds que les entendants. Voilà, tout se fait naturellement, dans le sens où on a, par exemple, une personne qui nous propose un sujet, ça peut être un portrait, on va évidemment chercher quel est l'intérêt de l'histoire, s'il y a vraiment de quoi en faire un film. Tout ce qui est nouveauté, il faut aller un petit peu creuser, quoi. Et puis il faut le faire tout de suite. Maintenant, avec la communication, enfin les nouvelles communications, ça passe vite, il faut aussi s'informer et aller faire des recherches par la suite, analyser l'information, quoi, tout ce qu'on reçoit, chez les sourds. Voilà. Alors après, si vous êtes entendant et que vous voulez en savoir un peu plus, eh bien, vous pouvez vous connecter au monde des sourds, faire partie de la communauté ou aller sur la page Facebook de l'émission. Donc il y a l'œil et la main, la télévision qui est diffusée. Il y a aussi un site d'information pour les sourds sur Internet qui s'appelle Mediapi, donc qui fait de la formation en langue des signes. Il y a aussi, la formation maintenant, on la trouve un petit peu partout. On a aussi un site qui s'appelle sourd.net, qui regroupe beaucoup d'informations au sujet des sourds. Il y a aussi le site de la Fédération nationale des sourds de France, la FNSF. Le mot-clé, c'est école bilingue. Et après ça, vous pouvez, en mettant ce mot-clé-là, vous pouvez ensuite chercher en fonction des thématiques qui vous intéressent. Et on en profite juste pour vous dire qu'on a maintenant une chaîne YouTube qui s'appelle Ouvre l'œil. Et dans cette chaîne, il y a en fait, parce que l'œil et la main, c'est donc 900 émissions, puisque c'est 30 ans. Et donc, si vous voulez revoir des films, parce qu'il y a plein de sujets, donc voilà, pour découvrir le monde sourd, ou en tout cas le regard sourd sur le monde aussi. Il y en a 3 qui sortent par semaine, je dis pas de bêtises, parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Oui. Voilà. Et donc, Ouvre l'œil, vous pouvez vous abonner, parce que plus on est de fous, mieux c'est. Voilà. Ouvre l'œil, vous allez trouver l'affiche là sur la porte et vous pouvez flasher le QR code qui vous donnera accès à tous les réseaux. On voulait faire une photo de vous tous en fait, avec un petit truc, voilà, un petit merci.
Très bien, donc maintenant... Oui, donc on vous remercie tous d'être venus. Vous pouvez vous retrouver, remonter pour discuter là-haut. Donc nous convions les personnes proches de l'émission, voilà, les personnes qui ont témoigné, qui ont participé au tournage, à rester ici. Il y a un petit pot, voilà, dans les coulisses, à l'extérieur. Merci à vous.